La TVT au cœur de l'information. Merci d'être au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Le Togo était présent au Forum Afrique édition 2019 en France. Un rendez-vous qui rassemble les investisseurs français et les responsables économiques africains. Vous aurez les précisions dans cette édition. Et puis le programme d'investissement public PIP du Togo couvrant la période de 2020 à 2022 est officiellement lancé ce matin. Un programme qui va permettre une gestion efficace des investissements du PND par l'État. C'était là les titres. Le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnazingbe, a reçu ce mardi à la présidence de la République la nouvelle représentante de l'OMS au Togo, Dr Fatoumata Binta Diallo. Elle est allée transmettre au chef de l'État les hommages et félicitations de la directrice régionale et du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Leurs discussions ont également porté sur les nouvelles orientations du gouvernement togolais en matière de santé, notamment la contractualisation et la couverture sanitaire universelle. Elle se dit prête, vous allez l'entendre, à accompagner notre pays, le Togo, dans la réalisation de son agenda santé et dans l'atteinte des ODD, particulièrement en son objectif 3. Nous écoutons Dr Diallo au micro de Edem Sousoupo. J'étais venue pour lui transmettre les hommages et les félicitations de la directrice régionale et du directeur général de l'OMS et ensuite prendre des orientations pour savoir comment mener à bien mon mandat ici au Togo. Donc nous avons essayé de revoir un peu les dossiers du jour, de voir un peu l'orientation et la vision qu'il a sur la santé. Et on a revu les dossiers les plus importants pour aller vers la couverture sanitaire universelle. Vous savez que la couverture sanitaire universelle permet de couvrir et d'offrir des services de santé de qualité à toute la population, même la population la plus démunie. Alors j'ai apprécié la vision du chef de l'État, qui a une vision réellement axée vers la couverture sanitaire universelle. On a essayé de regarder la contractualisation qu'il a impulsée à travers le ministre de la Santé. Cette contractualisation qui est une façon d'améliorer le financement des services de santé et qui est une porte d'entrée pour le renforcement du système de santé. Et nous connaissons que le système de santé a 7 piliers, 6+1, et le financement est un des piliers les plus importants. On a essayé de comprendre et j'ai eu des orientations très claires de monsieur le chef de l'État pour mener à bien et accompagner le ministère de la Santé dans l'agenda santé pour l'atteinte des objectifs de développement durable, particulièrement l'objectif 3. Et à la primature ce matin, le chef du gouvernement, comme ici l'homme Classou, a conféré avec une délégation de l'association des auditeurs de l'Institut des hautes études de défense nationale, conduite par la vice-présidente Madame Hélène Mazeran. Les perspectives politiques du Togo dans les domaines de la sécurité ont été à l'ordre du jour des discussions. Nous écoutons à présent Madame Mazeran au sortir de l'audience. Elle est au micro de Robert Potogwe. Nous sommes au Togo pour une visite d'études sur le thème sécurité et développement dans les pays riverains du golfe de Guinée. Donc nous avons commencé par le Togo et nous poursuivons, nous allons ensuite au Ghana sur les sujets sécurité et développement. Dans le cadre de notre institut, l'Institut des hautes études de défense nationale à Paris, nous avons un certain nombre de groupes de travail sur des sujets d'actualité et de l'actualité internationale. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi cette année de venir chez vous. Les propos de Monsieur le Premier ministre ont été extrêmement intéressants pour nous.
parce que nous sommes là depuis peu de temps. Donc nous avons rencontré beaucoup de personnalités, nous avons visité un peu Palimé, Togoville, mais vous pouvez deviner que nous avions une approche assez superficielle. Les propos de Monsieur le Premier ministre nous ont éclairés et expliqués, nous ont permis de mieux comprendre votre approche dans la région et vos perspectives politiques. Et nous lui en sommes très reconnaissants. Je pense que la coopération entre la France et le Togo, entre le Togo et la France, va se poursuivre et se développer. Et la présidente de l'Assemblée nationale, Yaoua Dibori-Tiegan, a accordé 2 audiences ce mardi. La première à la délégation de l'ONG Wildaf Togo. Au menu des discussions, le plaidoyer sur les insuffisances contenues dans le Code de l'enfant relative à l'âge du mariage, notamment en ses articles 267 et 269, et le Code des personnes 43 et 44. Et par contre, l'autre audience était une visite de courtoisie effectuée par une délégation des représentants des agence du système des Nations Unies au Togo, avec à sa tête le coordonnateur du système des Nations Unies, Monsieur Mama. Ils sont allés féliciter d'une part le nouveau bureau élu à la tête de l'hémicycle et d'autre part discuter des priorités dans la collaboration entre le système des Nations Unies et le Togo et le Parlement justement, et enfin apporter leur appui à l'Assemblée nationale. Nous les écoutons tous au micro de Sonia Aminiko. Nous sommes en train de mettre en œuvre un projet sur les mariages précoces dans la région centrale, notamment à Lamatessi, par une étude qui a permis de ressortir les causes profondes de ce phénomène. Et au vu maintenant de l'étude, nous avons adopté un modèle d'intervention qui nous a permis de mener des activités sur le terrain. Une des activités prévues pour ce projet, c'est le plaidoyer. Pourquoi le plaidoyer? Parce que notre pays a ratifié des conventions au niveau international qui ont décidé que le mariage soit fait à 18 ans. Et quand nous regardons un peu le code de l'enfant et le code des personnes de la famille, il y a des ouvertures qui permettent même de marier les jeunes filles à 16 ans, qui n'ont pas encore cette majorité de se marier. Et donc notre action ce matin, c'est de rencontrer l'Assemblée nationale et puis de leur parler alors de cette ouverture-là qui permet de continuer par pratiquer le mariage précoce dans nos communautés. Et puis c'est surtout au vu des conséquences sur le plan de la santé, sur le plan matériel, sur le plan financier, et puis surtout le fait que cette pratique hypothèque la scolarisation de la jeune fille. Et donc nous avons rencontré Madame la Présidente de l'Assemblée nationale qui nous a d'ailleurs bien reçus, qui nous a rassurés, et donc elle nous a écoutés, elle nous a prodigué des conseils et elle a souhaité aussi que nous allons vers l'exécutif qui en réalité est celui-là qui fait la mise en œuvre et puis qui propose aussi des lois que l'Assemblée adopte. Les organisations de femmes que nous sommes très heureuses, très honorées, et puis nous pensons que nous pouvons compter sur elles pour mener davantage d'actions sur le terrain en faveur de la femme et de la jeune fille. L'ensemble du système des Nations Unies au Togo est venu rendre visite à la présidente de l'Assemblée nationale et le bureau de l'Assemblée nationale ce matin pour une visite de courtoisie, mais aussi pour féliciter la présidente de l'Assemblée nationale et le nouveau bureau de l'Assemblée nationale pour l'élection à la tête de l'hémicycle. Comme vous savez, Madame la Présidente est la première femme à diriger cette institution et nous avons particulièrement félicité le bureau de l'Assemblée nationale pour cette avancée du Togo, parce que cette élection est non seulement la consécration des qualités personnelles de la Présidente, mais aussi une source d'inspiration pour les milliers de jeunes filles et de femmes togolaises qui aspirent à des fonctions politiques dans ce pays. Nous lui avons souhaité bonne chance dans la réussite de sa mission, parce que sa réussite inspirera les générations futures. Nous avons aussi profité pour discuter avec Madame la Présidente de l'Assemblée nationale ainsi que le bureau de l'Assemblée nationale des priorités dans la collaboration entre les Nations Unies et le Parlement. Comme vous le savez,
les Nations Unies sont très engagées pour la réalisation des objectifs de développement durable, qui sont en cohérence avec les ambitions que le Togo affiche à travers le plan national de développement. Et nous avons échangé avec la présidente et nous avons constaté avec beaucoup de plaisir que nous avons une vision partagée des défis de ces pays et des priorités sur lesquelles nous pouvons travailler ensemble. Et nous sommes venus ensemble tout particulièrement parce que nous avons démontré à la présidente que nous voulons collectivement appuyer l'Assemblée nationale et profiter des opportunités que présentent les programmes qui sont déjà existants, mais aussi tenir compte des ambitions que la nouvelle législature a pour les prochaines années. Et nous avons aussi profité pour faire du plaidoyer sur beaucoup de questions d'intérêt pour les Togolais, notamment le rôle de l'Assemblée nationale dans la budgétisation pour les secteurs sociaux, également pour l'élimination des pratiques néfastes à l'égard des femmes et des jeunes filles. Je vous l'annonçais en titre, le ministère de la Planification et du Développement a donné le ton ce matin à Lomé au programme d'investissement public, PIP, pour la période 2020-2022. Un programme triennal qui va permettre ainsi à l'État d'assurer une gestion efficace et efficiente de la partie investissement du budget donc de l'État pour la réussite du PND, Plan National de Développement. Les précisions avec Mary Agbo et Carmen Madji Akapo. La mise en œuvre du Plan national de développement PND nécessite la réalisation des projets ayant un impact significatif sur la croissance économique et par ricochet l'amélioration du bien-être des populations. Le ministère de la Planification et du Développement lance ici le programme d'investissement public PIP 2020-2022. Un programme triennal qui va renforcer l'efficacité et la cohérence de la programmation des investissements publics. Le programme d'investissement public est le programme qui met en œuvre les politiques sectorielles. C'est-à-dire que dans le programme d'investissement public, vous retrouvez les projets qui sont arrêtés au niveau de chaque ministère sectoriel et chaque institution de la République pour mettre en œuvre effectivement sur le terrain les orientations contenues dans la politique de ce secteur ou de l'institution. Donc le programme d'investissement public, c'est un ensemble de projets mettant en œuvre tout ce qui a été décidé dans la politique pour atteindre les objectifs en vue d'avoir des impacts sur la population. Le programme d'investissement public PIP 2020-2022 est donc aligné sur les orientations stratégiques du Plan national de développement PND. Il permettra donc de relever de nombreux défis liés à l'amélioration de la croissance économique et l'opérationnalisation de l'approche budget-programme. Le PIP est triennal, mais la première année du PIP est la partie de l'investissement du budget de l'État. C'est-à-dire qu'on fait un PIP triennal, mais la première année du PIP, c'est-à-dire qu'on va faire un PIP 2020, 2021, 2022. Donc la première année du PIP 2020 sera la partie investissement, même si aujourd'hui on dit qu'il y a un budget de l'État, il y a les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement. Le PIP va nourrir la partie investissement du budget de l'État. Qui dit budget de l'État, c'est les dépenses, n'est-ce pas, dont l'État a besoin pour fonctionner pendant une année. Pendant 4 jours, toutes les parties prenantes vont s'approprier la méthodologie et les outils d'élaboration du PIP 2020-2022 afin de pouvoir œuvrer pour que les actions du gouvernement aient beaucoup plus de retombées positives sur le bien-être des populations. Une délégation togolaise conduite par le ministre du Commerce Kodjo Adedji a pris part la semaine dernière en France au Forum Afrique. Un rendez-vous qui a mis face à face les investisseurs français et les responsables économiques africains. Le Togo a donc saisi cette opportunité pour présenter les opportunités économiques qu'il offre et nouer également des contacts avec les hommes d'affaires français. Le résumé, les précisions avec Luc Assis.
Le Forum Afrique, un rendez-vous économique de haut niveau qui met ensemble tous les ans la communauté des dirigeants et cadres investisseurs en Afrique et les responsables économiques africains. Axé sur l'innovation et les nouveaux modèles du dynamisme des économies africaines, l'édition 2019 de ce forum a connu la participation d'une forte délégation togolaise, une délégation conduite par le nouveau ministre du Commerce, Kodjo Adédé. Cette rencontre a été l'occasion pour la délégation d'aller au contact des personnalités du monde des affaires français, le MEDEF, et surtout de présenter la vision des autorités togolaises déclinée dans le Plan national de développement PND 2018-2022. Les investisseurs français et étrangers de plus en plus présents en Afrique et ceux qui le sont déjà. Les facilitateurs d'investissement, de fonds d'investissement et de sociétés des conseils aux investissements ont été également courtisés par la délégation togolaise qui comptait aussi dans ses rangs la conseillère du président de la République chargée du climat des affaires, Sandra Johnson, et Sorhuna Meba, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, ainsi que l'ambassadeur du Togo en France, Caliste Majulba. L'idée est d'attirer plus d'investisseurs au Togo, promouvoir et consolider l'environnement économique. Cette rencontre de la délégation togolaise avec les membres du SIAN et du MEDEF Afrique a fait ressortir que le Togo figure parmi les 5 pays africains qui suscitent le plus d'optimisme chez les opérateurs économiques. Pour ce qui est du climat des affaires, le pays a reçu une note satisfaisante de 2,8 sur 5 et fait jeu égal avec la Tunisie. La plateforme informatique de gestion du contentieux commercial rénovée du tribunal de commerce de Lomé a fait objet d'échanges avec les particuliers des banques et entreprises au siège de la Banque mondiale ce mardi. Il était question pour les concepteurs de présenter aux parties prenantes les nouvelles procédures de saisine en ligne du contentieux commercial. Le logiciel qui se nomme le Forseti commercial se veut donc une innovation qui assure ainsi la célérité dans le traitement des dossiers liés au contentieux commercial. Les précisions avec Arnaud Kili. Le Forseti commercial, c'est le logiciel rénové qui intègre toutes les parties prenantes dans la gestion du contentieux commercial. Accessible au 8787 par les justiciables pour les saisines en ligne, cette plateforme, selon les concepteurs, assure la célérité et la transparence dans le traitement des dossiers au tribunal de commerce de Lomé. L'avantage, c'est la transparence. La transparence, parce qu'aujourd'hui, les justiciables, institutions ou sociétés n'ont plus besoin d'avoir recours à leurs avocats pour avoir des informations sur leur dossier. Ils peuvent le faire, mais nous leur offrons la possibilité, lorsqu'ils connaissent le numéro de rôle du dossier, d'interroger la plateforme sur le statut de leur dossier. Et la plateforme leur dit, votre dossier est passé à telle audience et est renvoyé à telle audience. Ou votre dossier est mis en délibéré pour être vidé à telle date. Ou votre dossier est vidé à telle date. Voilà, le justiciable peut aussi, par SMS, obtenir ces renseignements. Les modalités pratiques ont été présentées aux participants afin de les mettre au même niveau d'information sur son utilisation. Cette plateforme est une très bonne initiative dans la mesure où ça nous permet, depuis nos bureaux, de pouvoir suivre nos dossiers. Il s'agit essentiellement des dossiers contentieux commerciaux. Ça nous permet de les suivre et puis d'avoir le même niveau d'information avec nos avocats déjà au sortir de l'audience. Donc je crois que c'est une très bonne chose qui pourra d'ailleurs nous permettre de mettre de l'ordre dans nos dossiers, nous qui suivons les contentieux tout le temps. La Banque mondiale appuie le Togo dans la modernisation de la justice commerciale dans la perspective d'améliorer le positionnement du pays dans le classement Doing Business. Le groupe de la Banque mondiale s'est engagé aux côtés du gouvernement depuis un certain temps, spécialement pour rendre visibles les efforts de réforme que fait le gouvernement. Le groupe de la Banque mondiale publie un classement
annuel des États. Donc nous autres, nous accompagnons le gouvernement depuis un certain temps sur un certain nombre d'indicateurs du doing business pour rendre visibles ces réformes. La sécurité juridique rassure les investisseurs nationaux et étrangers. C'est pourquoi le Togo renforce son système juridique avec la création des chambres commerciales. La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme est aujourd'hui un défi pour tous les États. Au Togo, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent a initié une série de formations à l'intention des acteurs chargés des enquêtes et des poursuites judiciaires pour venir à bout de ce fléau. La dernière session de formation a été ouverte hier à Lomé. Le compte rendu avec Aïcha Ziebrou et Ekoui Salah. Police judiciaire, agents de douane, gendarmes ou encore magistrats. Ces agents chargés des enquêtes et des poursuites judiciaires sont ici pour maîtriser davantage les capacités techniques et managériales pour mener à bien la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cette formation, conduite par le Centre de formation des professions de justice, est la dernière du genre dans le cadre d'un mémorandum d'entente signé avec le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent GIABA, porteur du projet Samoa. Ces modules qui seront dispensés vont porter sur les thèmes déjà effleurés, mais de plus en plus techniques, sur certains aspects particuliers, à savoir les techniques d'enquête spéciale. On parlera également de l'évaluation des risques au niveau national, des sociétés écrans, la stratégie de leur identification, des nouveaux moyens de paiement, tout le savoir-faire qu'il faut pour bien agir en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme constituent une menace grave au développement économique et social. À l'issue de cette formation, le Centre de formation des professions de justice attend beaucoup de ses acteurs. Et nous voulons également que cette dernière formation soit le couronnement de la lutte contre ces infractions et qu'il y ait des poursuites, des condamnations et surtout la saisie des avoirs. Cette formation est organisée en collaboration avec la cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF. Le projet Samoa est financé depuis fin 2015 par l'Union européenne. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, Payadou Aboukessi, a procédé ce matin à l'installation officielle des membres du comité technique sur l'état civil. Au nombre de 16, ces membres du comité sur l'état civil ont pour mission fondamentale de réorganiser l'état civil au Togo pour le rendre plus performant au service des populations. Les précisions avec Kwasi Glé et Tchazna. Voici les 16 membres qui composent le comité technique sur l'état civil. Ils ont été nommés le 28 août 2018, conformément au décret présidentiel du 18 avril 2018 portant création, organisation et fonctionnement du comité technique sur l'état civil. Les enjeux et l'importance de leur mission leur ont été rappelés au cours de cette cérémonie d'installation. L'état civil est aujourd'hui l'une des préoccupations majeures du gouvernement, car il constitue un outil de planification du développement. Mais il est en outre source de fiabilisation du fichier électoral. Malheureusement, notre système d'état civil souffre de problèmes d'organisation et de fonctionnement. Face à cette situation, un certain nombre de défis sont à relever. C'est pourquoi le gouvernement a jugé nécessaire, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Faure Nyazingbe, de créer un comité technique sur l'état civil dont la mission essentielle est de réorganiser l'état civil au Togo. Le comité technique est chargé de faire, sous l'autorité de tutelle, de faire l'état de lieu exhaustif sur l'état civil, de définir un cahier de charges
à l'endroit des différents acteurs de la chaîne de production et d'exploitation des actes d'état civil et de soumettre à l'attention des autorités toute initiative nécessaire à la bonne exécution de sa mission. C'est à cela que votre comité va s'atteler pour l'amélioration du système de l'état civil au Togo à cette période où 117 maires, donc officiers d'état civil, seront bientôt installés à l'issue des élections locales qui seront organisées dans quelques mois. Une fois installés dans leurs prérogatives, les membres du comité s'engagent à faire un travail de qualité à la hauteur des attentes du gouvernement pour le bien des populations. Nous allons faire un véritable état des lieux, donc voir en termes de personnel combien ils sont et qu'est-ce qu'il faut apporter comme contribution, donc en termes de renforcement des capacités ou même de recrutement. Il faut voir les équipements. Vous savez, l'informatisation dont on a toujours parlé n'est pas évidente si les centres ou services d'état civil ne sont pas électrifiés. Donc il faut voir tout ça avec la création de communes, ça fait 117. Il faut faire en sorte que l'état civil soit réparti partout et soit plus proche donc des citoyens. Les collectivités territoriales ont salué ce mécanisme innovant mis en place par les plus hautes autorités du pays pour améliorer l'enregistrement des faits d'état civil et un réaménagement continu des statistiques nécessaires à la bonne planification du développement. Ils ont promis soutenir le processus pour son heureux aboutissement. L'onction internationale est donnée par la coordination du système des Nations Unies au Togo pour qui l'état civil, fondement du droit à l'identité, détermine la jouissance des droits de l'homme, notamment les droits civils et politiques, ainsi que les droits économiques, sociaux et culturels. Le projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest a été lancé au Togo en juillet 2018. Il s'agit d'un projet sous-régional qui veut ainsi apporter une réponse au phénomène d'érosion côtière qui menace le littoral Togo-Bénin. Et pour une mise en œuvre efficace de ce projet, les partenaires et la partie togolaise se sont retrouvés ce matin à Lomé pour évaluer ce qui a déjà été fait et définir de nouvelles stratégies d'exécution du projet au profit des riverains du littoral. Les précisions dans ce reportage de Eli Agba Nyandao et Augustin Kossi. Sur le littoral togo-bénin, l'érosion s'accentue de plus en plus, accompagnée de la dégradation de la côte et de ses écosystèmes. À cela s'ajoutent les inondations et d'autres risques liés au changement climatique. Le phénomène se pose avec acuité et nécessite des réponses adéquates. Le projet d'investissement de la résilience dans les zones côtières de l'Afrique de l'Ouest est destiné à apporter des solutions d'urgence pour renforcer la résilience des communautés et des zones côtières. Le projet est financé par la Banque mondiale à hauteur de 31 milliards de francs CFA pour le Togo. Pour les actions durables au niveau de la côte, il faut certaines études techniques. Les thèmes de référence sont définis et les dispositions, le processus en cours pour pouvoir recruter les bureaux d'études internationales pour permettre d'identifier les actions concrètes à mettre en œuvre, notamment les ouvrages de protection physique et aussi voir comment associer ces ouvrages physiques avec d'autres méthodes. Il s'agit de la protection de la côte entre Agoudrafort et Aneho. Donc ça fait 18 km de côte, notamment de construire les ouvrages de protection de la côte et de réhabiliter pour les portions qui disposent déjà des ouvrages, réhabiliter ces ouvrages-là. Donc il s'agit notamment du dragage du chenal Baga, du dragage de la lagune d'Aneho, de la construction de bassins d'orage, de la réhabilitation des retenues d'eau. La troisième grande activité, c'est les activités communautaires. Là, ces activités-là sont directement menées par les communautés à la base. Au niveau de chaque zone, les activités prioritaires ont été déjà identifiées et les bénéficiaires ciblés. Les résultats obtenus depuis la mise en œuvre du projet en juillet 2018 ainsi que les différentes contraintes et difficultés font justement ici objet des discussions. Pour le ministre de l'Environnement en charge de la protection de la nature, c'est une réponse collective des 6 pays concernés par le projet à l'érosion côtière. Le projet Waka Résip
apporte un appui à 6 pays dans la gestion de leurs zones côtières, en particulier pour faire face aux problèmes d'érosion côtière, d'inondation et de pollution qui compromettent leur développement. Il en résulte des conséquences qui mettent en évidence l'extrême vulnérabilité de la zone côtière, l'aggravation de la pauvreté, le changement climatique, la dégradation de la biodiversité, la détérioration du pouvoir d'achat des populations. Le projet Ouaka-RESIP, ainsi conçu, est donc une réponse collective de ces pays aux besoins urgents de lutter contre la dégradation de leur littoral selon une approche régionale et intégrée. Le projet Ouaka a un coût global estimé au plan régional à 115,5 milliards de francs CFA. Il couvre le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, Sao Tomé et Principe et le Togo. Un mécanisme sous-régional pour faire face à la dégradation du littoral et efficacement. Vous le savez, le stade de Kégué est en réhabilitation selon les exigences de la FIFA depuis 2017. Quel est l'état d'avancement des travaux? À quand la réouverture de la pelouse? Le monde sportif togolais s'impatiente. Et le nouveau ministre en charge des sports, Folibazi Katari, a fait aujourd'hui une descente de terrain. Il a visité un chantier en pleine reconstruction et cette fois selon les règles internationales. La fin des travaux est prévue pour le 3 juillet prochain. Le compte rendu avec Adolphe Paca. Le stade de Kégué, en plein cœur de Lomé, vue du ciel. Un ouvrage idyllique construit depuis l'an 2000. Et tout proche de nos caméras, on le voit, il a pris un coup de vieux sous l'usure du temps. Ce qui a nécessité la suspension de toute compétition ici pour sa réhabilitation. C'est une structure très importante pour la jeunesse et qui entre dans les priorités du gouvernement. Le nouveau ministre en charge des sports, Folibazi Katari, a à cœur la réouverture prochaine de ce stade. Et pour sa première sortie, il est venu constater l'état d'avancement des travaux. Tous les jours, les gens cessent de poser la question de savoir, mais la rénovation du stade de Kégué, là, c'est pour quand? Quand est-ce que ça va finir? Parce qu'ils ont déjà pris plaisir dans ce stade et ils voudraient revenir. Et surtout que nous nourrissons vraiment le grand vœu que les éperviers puissent aller très loin. Donc il est nécessaire que des ouvrages de cette nature-là, nous faisons beaucoup attention et que nous cherchions à voir l'état d'avancement des travaux. Les travaux avancent à pas mesurés. À ce jour, 105 à 110% de réalisation. 117 Chinois et 275 Togolais s'y activent chaque jour sans relâche. Il est prévu la réparation entière et l'amélioration appropriée des fonctions de la conception d'origine. Jusqu'à aujourd'hui, le délai de travaux a déjà dépassé 14 mois. Pour le moment, nous avons déjà réalisé 65% des travaux. Et dans la future, ça reste presque 100 jours. Nous allons continuer avec tous les efforts pour montrer un tout neuf stade pour le peuple togolais. Nous avons été très proche des techniciens chinois pour suivre de près des changements qui pouvaient intervenir dans les sanitaires, surtout pour que ce que nous, Togolais, nous voulons, que ce soit vraiment respecté. C'est pour cela d'ailleurs, vous voyez la construction du château et nous avons insisté sur le forage pour avoir assez d'eau. Des innovations apportées pour le strict respect des exigences de la CAF et de la FIFA. Le ministre Katari, faisant le tour du chantier, a touché du doigt ces réalités avant d'échanger avec les techniciens sur d'autres aspects pour l'amélioration des travaux. Nous avons, à l'occasion de la réunion technique que nous avons eue avec l'entreprise et en présence de l'ambassade de Chine, relevé ce qui reste à faire, encourager les équipes sur place et surtout relever l'importance de l'ouvrage pour le gouvernement togolais, puisque le gouvernement togolais attache un grand prix à tout ce qui a trait à la jeunesse. C'est un fruit de la coopération amicale entre la Chine et le Togo. Et le projet de rénovation qui sont en cours
Et le témoignage de la continuation de cette coopération amicale entre nos deux pays. Donc nous nous félicitons de bons avancements des travaux. C'est l'occasion vraiment de saluer les initiatives du président de la République qui a trouvé que ce stade-là nécessite d'être mis en œuvre et que des initiatives sont en train d'être prises aussi pour que des ouvrages de cette nature aussi puissent être construits dans notre pays. Selon les termes du contrat, les travaux devront prendre fin le 3 juillet prochain. C'est un chantier de grande envergure qui se reconstruit ici depuis novembre 2017 et le stade de Kégué, une fois réhabilité, ajouté à celui municipal de Lomé, permettront au Togo de se repositionner dans l'organisation de grandes rencontres sportives internationales. Et justement, le monde sportif, la famille des journalistes sportifs du Togo et la télévision togolaise en particulier est en deuil. Hier, aux environs de 20h30, Alfred Kolani, chef de la division des actualités sportives à la TVT, s'en est allé des suites d'une courte maladie. Alors que sa rédaction et toute la télévision togolaise attendaient son retour imminent, c'est avec stupéfaction, chagrin, amertume et désolation que le personnel a appris la triste nouvelle de son décès. Quel souvenir gardent ces désormais anciens collaborateurs de lui? Les témoignages avec Pierre Soussoupo. Bonsoir. Fin donc hier de la phase... Fin d'un parcours terrestre. Alfred Kolani s'en va pour la phase retour auprès de son créateur. Alors qu'on le savait souffrant depuis environ 2 semaines d'un mal et que toute la télévision et ses proches espéraient qu'il allait reprendre bientôt service, la nouvelle tomba tel un coup de tonnerre. Hier soir, aux alentours de 20h45 par là, mon téléphone a sonné et c'était la femme de mon frère et ami Alfred Kolani. J'avais eu un doute, je me suis dit il ne faut pas qu'elle me fasse peur. Et elle me dit Sergio, j'ai dit oui, madame ça va. Ah, ton frère a choisi ce moment clé pour partir. Le moment, l'heure où il monte à l'antenne pour présenter son émission, son journal, c'est ça qu'il est choisi pour partir. Dans les locaux de la télévision togolaise ce matin, l'amertume et la désolation ont gagné l'ensemble du personnel. On est tous orphelins d'un collègue, un ami, un guide. Le ministre de la Communication, des Sports et de l'Éducation à la citoyenneté et au civisme, en visite sur le chantier du stade de Kégué, marque un arrêt. Lorsque nous avons appris la disparition de M. Alfred, vraiment, c'est une grande tristesse au niveau du cabinet. Et Alfred, comme j'ai l'habitude de le dire, lorsque quelqu'un est très bien dans la communication et qu'il disparaît, c'est carrément un silence énorme. Et la disparition d'un journaliste de cette qualité, ça nous fait beaucoup mal. Ça nous fait beaucoup mal parce qu'on connaît ses compétences, on sait ce qu'il a toujours fait pour le développement du football togolais. Nous souhaitons vivement que Dieu l'accueille dans son royaume et que actuellement au niveau du ministère, nous pensons quand même qu'il mérite une attention, du moins sa famille et puis tous ses collaborateurs qui doivent être un peu réconfortés. Quel homme était-il? Beaucoup de ceux qui l'ont connu et côtoyé parlent d'un grand journaliste, d'un homme talentueux, d'un professionnalisme à tous égards. Alfred est l'un des confrères que j'ai eu à côtoyer, que ce soit sur les terrains de reportage ou que ce soit au sein de certaines commissions ad hoc. Je crois qu'il a, à mon avis, au niveau des confrères de médias publics, essayé de tracer un sillon, de montrer que malgré son statut de journaliste du secteur public, il peut toujours s'offrir quelques marges de liberté, quelques marges d'indépendance, y compris même de la gestion que l'État fait du domaine qui couvre,
à savoir le sport. Un peu d'audace sans lequel on ne saurait être un journaliste indépendant professionnel. Et Alfred, oui, sa passion c'est le sport. Il aurait pu être un journaliste, hein, mais il a choisi finalement donc de faire le sport. Et justement, il a milité beaucoup pour le développement des sports au Togo et surtout du football. C'est un homme qui contribue véritablement par sa pertinence, la pertinence de ses convictions et au plan des qualités humaines, c'est un gars absolument sympa avec lequel on blaguait facilement. Comme une traînée de poudre, la triste nouvelle a gagné tous les coins et recoins du pays. À l'université de Lomé et dans les amphis, on salue la mémoire d'Alfred Kolani. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé longtemps, que je côtoyais même jusqu'à sa mort, et c'est un homme que moi j'ai connu simple, avec beaucoup de sagesse surtout, et qui était calme quand on discutait ensemble par rapport à des problèmes. Il avait toujours des paroles de sagesse à la fin à donner. Franchement, c'était quand même un confrère, un doyen qui jouait son rôle tant professionnel que social, parce qu'il essayait quand même de nous mettre à l'aise. À la fin, il nous prodiguait des conseils et il nous donnait quand même envie de continuer dans ce métier. Mais je me demande, qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché? Et qu'est-ce qui n'a pas marché? La question, beaucoup se la posent sans réponse. Certains perdent leur latin. Je ne sais plus quoi dire dans cette situation. C'est avec beaucoup de choc que cette nouvelle nous est parvenue. Vous savez qu'avec Alfred, au-delà des simples confrères que nous sommes, eh bien nous avons formé une famille. Mais au-delà de tout, l'on reste unanime. Alfred Kolani, ou simplement le général comme on l'appelle, avait un style. Il avait sa manière d'être, sa façon de vivre. Ou bien prenez soin de vous, chaque jour est une vie et puis travaillez à la beauté des choses. Même quand c'est difficile, il faut garder le sourire. Bonsoir. Bonsoir mon général. Et comme tu nous le recommandes, nous garderons le sourire pour que rayonne dans l'au-delà ton âme. Qu'il repose en paix. L'ONG La Chaîne de l'Espoir a procédé ce matin à Lomé au lancement d'un projet de santé scolaire dénommé La Santé Mon École. Il s'agit d'un enjeu collectif qui a pour objectif de contribuer au développement d'un environnement scolaire sain, motivant et protecteur, favorisant ainsi l'accès à des écoles et les apprentissages. Ce projet sera mis en œuvre dans plusieurs établissements publics de Lomé et sur une durée de 3 ans. Le reportage est signé Mabel Fiagnon et Medina Salami. Ma santé, mon école, un enjeu collectif au Togo. Un projet de plus pour une meilleure santé et une meilleure condition d'apprentissage scolaire. Ce projet, porté par l'ONG La Chaîne de l'Espoir, consiste à développer au sein des écoles des capacités d'éducation, de leadership et de prévention des maladies. Ce projet donc est un projet innovant, intégrant donc un ensemble de thématiques relatives donc à la santé sexuelle et de la reproduction, la gestion de l'hygiène menstruelle, eau, hygiène et assainissement à l'école et la non-violence. Donc l'innovation de ce projet se retrouve dans l'approche Niagbé, qui est une approche qui amène donc les enfants, en dehors donc de l'apprentissage classique, à développer des compétences et des capacités en matière d'écriture, en matière d'expression orale, ce qui leur permet donc eux-mêmes, les enfants, donc de pouvoir se protéger et de pouvoir donc contribuer à un environnement épanouissement pour leur éducation. Le projet sera exécuté dans des écoles publiques à Lomé sur une durée de 3 ans. À mon endroit, le projet est bon. Le projet est bon. Et il y a presque le côté environnement, santé sexuelle et autres. Ce projet va nous permettre à nous autres élèves, primo, de nous prendre en charge et de savoir comment bien gérer le problème, nos problèmes de violence, de répulsion. Donc ça va permettre aux élèves même d'organiser des clubs, comme on l'a dit, pour savoir s'organiser, s'écouter avec les partenaires qui vont nous accompagner.
Améliorer l'accès à une éducation de qualité pour tous est le souci permanent du gouvernement qui met tout en œuvre pour assurer la réussite de ce programme. Nous saluons ce projet et nous sommes prêts à soutenir ce projet pour qu'il se, comme on l'a dit dans le discours, pour que ce projet s'étende à d'autres écoles, s'étende à d'autres régions. Cette initiative de la chaîne de l'espoir est soutenue par l'Agence française de développement AFD. Et par voie de communiqué, le ministre de la Communication, des Sports et de l'Éducation à la citoyenneté et au civisme invite M. Taïro Abdoul Moumouni, numéro matricule 07 85 92-J, technicien supérieur en presse écrite de 2e classe, premier échelon, en service à l'agence togolaise de presse Atop Tandjouaré, qui a abandonné son poste à reprendre impérativement service au plus tard le 18 février 2019. Passé ce délai, il sera considéré comme démissionnaire. Et c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.